Bonjour et bienvenue sur le podcast Découvrir les sciences védiques pour partager autour de l'astrologie jyotish, du Vastu et de l'Ayurveda. Aujourd'hui, je suis avec Jérémy en direct de La Réunion. Bonjour Jérémy, comment vas-tu? Bonjour. Ah, ça va, un petit peu malade, mais ça va. Ici, à la de la Réunion, on a un joli soleil, un peu de vent. Comparé à la métropole, je pense que c'est l'hiver. Ici, c'est le plein été. Alors c'est vrai que nous ici on enregistre, on est en plein mois de décembre, on se prépare pour Noël. Alors Jérémy, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs? Je me présente, Jérémy, j'habite à l'île de la Réunion. Je suis astrologue à mes heures perdues. J'essaie de me perfectionner depuis quelques années dans cet art divinatoire qu'est l'astrologie. Bon, bref, c'est pas très facile puisque l'Inde n'est pas à la portée de tout le monde. Et ici à La Réunion, on n'a que quelques bases, mais pas assez développées. Bon, après, on a la chance d'avoir quelques logiciels gratuits sur Internet, quelques sites sur le net. On essaie de s'approfondir un peu là-dessus et à travers des échanges comme avec toi, Justine, pour pouvoir justement mettre cet art divinatoire-là en première et lui donner ses lettres de noblesse. Alors aujourd'hui, je voulais parler avec toi du Panchang, de ce calendrier lunaire védique qu'on utilise en Inde et dans la pratique de l'astrologie jyotish. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Sachant qu'en fait, on va dire, voilà, un calendrier, mais comme un almanach. Et dans ce Panjang, qui est un livre, un support papier, qui a 5 éléments. Voilà, je fais la prononciation en tamoul. Varam, jour. Le Tidi, les phases de lune. Les Natchatram, les étoiles. Les Yogam, c'est la conjonction des planètes. Et le Karanam, c'est les influences. À savoir aussi que les jours védiques en Inde commencent à partir au lever du soleil de 6 heures du matin à 6 heures le lendemain. En fait, les jours ne se finissent pas à minuit. Ça commence, par exemple, lundi matin à 6 heures et ça se termine mardi matin à 6 heures. Ça, c'est pour un lever de soleil à 6 heures. Et le Panchangam, en fait, il nous renseigne sur beaucoup de choses. Déjà, quand l'année commence, le prêtre, qu'on appelle ici Poussari ou Gurukel, en Inde du Nord, dans le nom de Pandit, il va ouvrir ce livre et dire les prédictions pour chaque signe et aussi qui commande l'année tamoul. Cette année, je crois que c'était, si je dis pas de bêtises, c'était Sani, la planète Sani qui était le roi et le premier ministre était Guru. Et ensuite, c'est comme un gouvernement. Le roi commande et ensuite les autres planètes, ils ont des ministères, que ce soit l'agriculture, l'éducation, les pierres précieuses. Ça concerne aussi le temps. Le Panchangam est vraiment très complet, mais aussi très difficile des fois à interpréter, vu que la plupart sont en tamoul. Je maîtrise à peu près le tamoul, mais pas beaucoup. Donc, je vais justement à l'essentiel pour le Panchangam. Ensuite, ce Panchangam-là, il est très très riche. On peut trouver les dates pour les baptêmes, qu'on appelle la Makalanam. On peut trouver aussi pour les dates, pour les mariages, les entrées de maison, pour le Vastu. Et aussi, qui est très important à La Réunion, le Panchangam, on va l'utiliser pour pouvoir mettre en place les différentes pujas pour les dieux et déesses, qui va se dérouler tout le long de l'année. Et ce calcul, il permet d'être aussi précis possible pour mettre en place tout ça. À savoir, les Panchangam que j'utilise, ils ont un écart de 1h15 entre l'île de la Réunion et la région d'Inde qui se trouve de Chennai. 1h15 à peu près. Comme ça, on peut quand même convertir par rapport aux heures d'ici. Alors tu nous parles de célébration. Dans le monde occidental, calqué sur le calendrier grégorien, on va fêter dans quelques jours la nouvelle année 2023. Est-ce que ce sera aussi la nouvelle année selon le calendrier lunaire Panchang? Non, pas du tout, Justine. Normalement, la nouvelle année tamoul commence en avril et non au 1er janvier. Cette année, ça a commencé le 14 avril. C'est l'heure où le soleil est entré dans le signe du bélier. Et ça se termine je te dis ça, vers le 13 avril 2023. Donc un calendrier qui est bien différent finalement. Voilà. Donc un calendrier bien différent. D'ailleurs, est-ce qu'on peut se servir du Panchang pour faire des prédictions? Oui, très différent. En fait, on peut faire des prédictions, par exemple.
de 6 mois en 6 mois. Par exemple, on peut partir d'avril à août, de août à décembre, et ensuite de décembre à avril. Sur ces 3 périodes-là, on peut faire des prédictions. On englobe vraiment l'année 14 avril et au 13 avril. Tandis que là, si on fait une prédiction à partir du 1er janvier, ben, l'année n'est pas terminée. Et je reviens sur un petit truc très important. Dans le Panjangam, il y a la force des étoiles. La force des étoiles, et c'est divisé en 3 trimestres. Les 3 trimestres vont justement du mois d'avril au mois d'août. Ensuite, du mois d'août, soit mi-novembre, début décembre. Sinon, c'est décembre à avril. Et là, en fait, on applique ce qu'on appelle le Gandayam. Le Gandayam donne des forces et faiblesses des étoiles pendant ces 3 trimestres-là. En fait, quand on fait une prédiction, là, le Panchagam, c'est en général, hein. On fait une prédiction, on va regarder les forces et faiblesses des signes, les dépenses et les revenus des signes. Ensuite, on va regarder le Gandayam, qui est la force des étoiles. Là, c'est la généralité la plus globale. Mais ensuite, quand le Jyotish, il va faire sa prédiction, il va regarder en fonction de l'étoile de naissance. L'étoile va donner la période planétaire. Et en fonction du placement des planètes dans le Jatagam, dans le thème astral, on verra comment se déroule la période de vie de la personne. Donc, ce panchang, il est utilisable pour nous tous, pour chaque personne. Donc, quand on fait notre thème astral avec un astrologue, un Jyotishi, maintenant, il est aussi utilisé pour les planifications des rituels, des cérémonies qui sont très importantes dans la culture hindoue. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, on va prendre un rituel qui va se dérouler très bientôt. C'est au mois de janvier. Ce sera la fête de 10 jours de Muruga, connu sous le nom de Skanda, fils de Shiva et de Parvati, qui s'appelle en tamoul Muruga Brahmotsavam. Ça dure 10 jours. Et normalement, ça se termine dans Paurnami, dans l'étoile de Pusam. Justement, sa fête, c'est le mois tamoul Thai, et ça s'appelle Thai Pusam Kavadi. Thai pour le mois, Pusam pour l'étoile. C'est dans l'étoile de Pusam que la déesse Parvati a donné à son fils Muruga le vel pour détruire les démons. Et ça dure 10 jours. Donc, ça va commencer dans le Tidi de Shashti et ça va se terminer dans Paurami qui se termine le 4 février. Et l'étoile de Poussam arrive vers 7h47. Donc, ce festival-là, il est obligé de se terminer dans l'étoile de Poussam. Soit il commence un peu avant, soit il commence un peu après, mais ce festival, il va se terminer dans cette étoile-là de Poussam, car c'est de cette étoile-là que Muruga a reçu son vel. Tout ceci est bien sûr calculé en fonction du Panjangam, en fonction des heures des Tidi et des heures des étoiles. Et c'est ainsi de suite pour les autres pujas tout le long de l'année. Comme on va prendre une puja que tout le monde connaît, Sadhualti pour le dieu Ganesh. Il y en a cette phase de lune en lune montante et en lune descendante. Donc pareil, on fait les calculs pour mettre cette puja en place. Par contre, pour les étoiles, on tient par compte des étoiles pour Sadhualti. Sadhualti, il n'y a pas de souci. Donc, la phase de lune est importante, donc c'est-à-dire quand la lune est montante, Shukla Paksha, et quand elle est descendante, Krishna Paksha. La nouvelle lune, Amavasya, et la pleine lune, Purnima, pour les nouveaux arrivants dans cet univers du Jyotish. Tu nous as parlé des titis. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que c'est? Alors, pour les phases de lune, on en a 15 phases de lune. Je ne vais pas toutes les énumérer, mais si plus tard vous êtes intéressé, il n'y aura pas de souci de faire un petit post là-dessus. Alors, de toute façon, les noms ne changent pas. Là, je veux dire avec la prononciation tamoul. On a Pradamei, Tudiei. Là, je commence par Pradamei en premier, c'est une habitude. Après, j'ai fini par Amavasai et ensuite, je finis par Paurnami. Pradamei, Tudiei, Tirudiyei, Sadwalti, Panjami, Shashti, Saptami, Astami, Navami, Dashami,
Yekadesi, Dorvadesi, Tirodesi, Sadwaldesi, Amavasei. Et là, on recommence. Pradamei, Tudiei, Tirudiei, Sadwalti, Panjami, Shashti, Saptami, Ashtami, Navami, Dashami, Yekadesi, Dovadesi, Tirodesi, Sadodesi et Paurnami. Amavasei, c'est la nouvelle lune. Et Paurnami, c'est la pleine lune. C'est un cycle. C'est un cycle de 15. Et chaque Tidi va correspondre à plusieurs divinités. Et ces divinités sont reliées à ces Tidi. Et des pujas sont reliés aussi à ces Tidi. On va prendre un Tidi que j'affectionne beaucoup, Yekadesi, qui est pour le dieu Vishnu. Ce Tidi-là permet de jeûner, de prier le dieu Vishnu, de préserver ce que l'on a. Et ensuite, un autre Tidi aussi, qui ici aussi a beaucoup d'importance, Sadolti, pour le dieu Ganesh, qui permet d'enlever les obstacles, aplanir ces obstacles, avoir la réussite dans ces domaines bien précis. Autre petite chose ici, il y a deux Sadolti, une en lune montante et une en lune descendante. La lune montante, c'est pour faire les choses positives, c'est pour avoir de bonnes choses, tandis qu'en lune descendante, on enlève tout ce qui est mauvais. Tout ce qui est mauvais, obstacles, maladies, on fait les cérémonies pour les planètes, les rites, on va dire, pour expier un peu tout ce qui est négatif. Donc on peut vraiment se servir des titis pour mettre en place des actions. Est-ce que toi, tu utilises aussi d'autres outils quand tu utilises le Panchang pour planifier un événement ou planifier une célébration ou des choses à faire? Alors, pour ces jours-là, en fait, va tenir aussi des natchetram. Parce que les natchetram, ils vont donner des kalanoms, et ces kalanoms-là, il y en a trois. Les trois les plus qu'on utilise plus sérieusement, il y a Sitte Yogom. Après, on en a, oh non, on a fait une petite bêtise. C'est pas les kalanoms, c'est les Yogom. Sitte Yogom, Almete Yogom et Maranom Yogom. Sitte, on peut dire que c'est bon. Almiate, c'est comme le nectar, un nectar d'abondance, un nectar d'immortalité. Et Maranom, c'est ce qui est négatif, qui est relié un peu à la mort. Ça, c'est un point à regarder pour pouvoir planifier de bonnes choses. Ensuite, dans le Panchangam support papier, je dis bien support papier, car sur Internet, j'ai jamais trouvé vraiment de site qui mettait ça en place. On regarde ce qu'on appelle Netiram et Jivam. Netiram, c'est les yeux, les deux yeux, et Jivam, c'est l'âme. En fait, pour pouvoir faire ce puja-là, il faut que les deux yeux soient ouverts, et il faut que l'âme soit présente. Et normalement, c'est deux yeux, et une âme. Des fois, deux, un, c'est nickel. Deux, zéro, plus ou moins bon. Deux demi, ça va. Un demi, passable. Et zéro demi, négatif. Et zéro, zéro, négatif. En fonction de tout ça, on pourra pouvoir planifier ces pujas. Et aussi, on regarde aussi s'il y a Danyanal et Karinal. Ça veut dire, Danyanal et Karinal veut dire mauvais ou jour noir. Des fois, on peut avoir stéiogum bon, on peut avoir l'âme et les yeux bons, sauf que on a cardinal ou danienal, là, c'est pas bon du tout. Alors, ça peut paraître un peu compliqué pour ceux qui débutent en Jyotish et avec le calendrier lunaire Panchang. Est-ce que tu aurais des conseils pour ceux qui aimeraient commencer à utiliser ce calendrier? Franchement, si vous voulez vraiment étudier le Panchangam, là, le Panchangam, là, comme je vous l'ai dit, j'utilise le Panchangam issu du Tamil Nadu. Il faut d'ores et déjà faire de l'astrologie et surtout apprendre le tamoul. Le tamoul, en fait, c'est une langue dravidienne. Hein. Il faut connaître parce qu'il faut avoir du vocabulaire parce que, comme je vous ai dit, dans le Panchangam, il y a de tout. Il y a tout pour les dates, il y a les prédictions pour les signes, il y a même les remèdes pour certains signes, les mantras associés pour ces remèdes-là. Et il faut vraiment être assidu et pratiquer. Sur Internet, c'est bien avec Drikpanchangam, mais Drikpanchangam nous donne une partie seulement. Il ne donne pas tout. Dans le Panchangam, vous avez tout. Vous avez même le Tarabaram qui vous permet de faire vos planifications pour les différentes pujas ou les différentes périodes de vie.
il est vraiment, vraiment bien fait. Moi, comme conseil, je dirais franchement, ben, c'est vraiment de l'apprendre, apprendre le tamoul, apprendre bien le duotish. C'est, en fin de compte, le panjangom, il est en complément du duotish. L'un dans l'autre, ils sont inséparables. Et aussi, je voudrais juste clarifier un petit truc. Il y a deux types de panjangom. Il y a le Varakia panjangom et le Tilokanide. Le Tilokanide panjangom, c'est Drik Panjang qu'on trouve sur Internet. Le Varakia, en fait, il s'appuie sur les hymnes sacrés des rishis, qui a des millions d'années. Et tandis que le Tilokanide panjangom, c'est le panjangom qui s'appuie sur les données astronomiques de la NASA. En fait, les deux disent la même chose, sauf que en fonction des transits, les dates seront différentes. C'est la même chose, mais les dates seront différentes. Entre les deux, il y a un décalage de 6 heures et 48 minutes maximum. On peut remarquer cette différence-là les jours d'Amavasya et de Paunami, mais aussi c'est plus marqué dans les Tidi d'Ashtami et Navami. À savoir que Varakya Panjangam est utilisé seulement dans les temples. C'est utilisé par les swamis, les gurukels et les pandits. Tandis que le Tilukanide est utilisé dans tout le reste de l'Inde. Et toi, personnellement, tu utilises lequel et tu conseillerais d'utiliser lequel? Comme c'est issu avec les données de la NASA, et comme les logiciels que j'utilise utilisent aussi le Tilukanide Panjangam, et, il est mieux. Et c'est plus précis. Donc en fait, c'est vraiment super important d'avoir des bases du panchang quand on fait de l'astrologie jyotish, déjà rien que pour faire un muhurta, une planification d'événements. Voilà, il faut avoir des bases sur le Panjang pour pouvoir justement planifier surtout les pujas, les Navagraha Homam, c'est pour les planètes. Et aussi, il y a un truc, je prends juste un exemple, pour nous dans la religion hindoue, pour pouvoir faire les rites funéraires, on fait les rites funéraires 16 jours après le décès de la personne. Et généralement, 16 jours après, soit on a le tidi du décès de la personne, soit on a l'étoile de décès. Si on a les deux, c'est bien, mais si on a l'un des deux, c'est mieux. Et justement, on a besoin du Panjangam pour voir à quelle heure arrive le Natchetram et à quelle heure arrive le Tidi. Parce qu'avant, il y avait pas Internet, il n'y avait pas d'ordinateur. Tout se calculait à la main dans le Panjangam. Et quand le Panjangam sortait d'Inde, c'était un peu plus compliqué. C'était un peu plus compliqué car pour pouvoir, tout était mathématique. Si on se débrouille bien en mathématiques, il n'y a pas de souci. Mais si on est un peu nul comme en mathématiques, oh là là, ça risque de s'en mêler les pinceaux. Mais bon, heureusement, aujourd'hui, on a l'outil informatique qui permet de pallier à tout ça si on n'a pas de Panjangam support papier. Alors, tu nous parles du fait de connaître le tidi le jour du décès de quelqu'un. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est important? En fait, le fait de connaître le TD ou le Natchatra, l'âme de la personne est présente. L'âme, en fait, c'est 16 jours après, elle va dire, elle va redescendre sur Terre, soit dans le TD ou le Natchatra. Et là, la famille pourra lui faire tous les rites funéraires adéquats. Et en fait, connaître le jour, le titi, le nakshatra de décès de la personne, ça nous permet aussi de connaître dans quelle vie, quelle va être sa prochaine vie, comment est-ce qu'elle va se réincarner finalement. Voilà. Parce qu'en fait, les 16 jours, je rectifie aussi un petit truc, les 16 jours peuvent tomber soit 16 jours pile, ou avant, ou après, en fonction du TD ou du Natchetra. Le mieux, c'est de tomber vraiment pile dans le TD ou le Natchetra de décès de la personne. Et c'est un peu sur le même principe du rituel où l'on offre le nom à un enfant. Donc on attend aussi ce 11e titi pour pouvoir donner un prénom à l'enfant, après sa naissance du coup. Voilà. Après, ça dépend aussi des endroits. Certains attendent pas le 11e pour donner le nom. Certains donnent le nom à la naissance directement. Ensuite, qu'ils ont déjà donné le nom, au bout de 16 jours, là, ils font le Namakaranam. Après, je dis franchement, ça dépend des régions. Hein. Ça dépend des régions. Ça dépend aussi comment dire, le prêtre qu'on va prendre, avec quel goulot il a appris sa manière. Il y a plusieurs façons de faire. Hein. L'hindouisme, en fait, c'est la même chose, mais pratiqué différemment. Certains font plus élaboré, d'autres font plus simple.
J'ai même vu en Inde, une fois, une dame a juste pris un bébé, après a levé le bébé face au soleil et a dit son nom dans l'oreille, c'est tout. Ouais, tandis que moi, pour ma fille, on a fait un yargam, on a fait un kumbon, cérémonie du feu, on a fait tout ça. Ensuite, on l'a présenté au soleil, on a dit son nom, et voilà. Tandis que là, la dame, elle a fait tout simple. Au bout de 16 jours, elle a pris le bébé, montré au soleil, elle a dit le nom dans l'oreille, c'est tout. On voit du coup l'importance du calendrier lunaire. Donc forcément, il va être différent en fonction de la région de l'Inde dans laquelle on est, mais on voit que pour chaque phase, chaque rituel de vie, on va se calquer sur ce calendrier lunaire pour choisir un jour auspicieux, pour faire une action qui va être relativement importante, comme nommer un enfant, puisqu'un prénom, on va le porter toute notre vie. Voilà, c'est ça. Mais après, j'ai que sous la main que le calendrier du Tamil Nadu. Les autres régions, j'ai pas, parce que je ne maîtrise pas le malayalam, ni le Canada, ni le Telugu. Mais si c'était, on va dire, en anglais, ça aurait été bien, mais hélas, non. Il n'existe pas de Panjangam en anglais, ni en français. À La Réunion, ils font un Panjangam, mais juste l'essentiel. Il n'y a pas tout dedans. Tu conseillerais d'apprendre quelle langue pour commencer à étudier le panchang? Soit le tamoul ou le sanskrit. Voilà, il dépend dans quelle région d'Inde va se rendre, soit c'est l'Inde du Sud ou l'Inde du Nord, dans l'Est ou dans l'Ouest. Ça va dépendre de la région où on va poser ses valises. Alors j'avais une question. Je sais que certains astrologues, Jyotishi, font commencer les mois lunaires de la nouvelle à la nouvelle lune suivante, mais certains commencent les mois lunaires de la pleine lune et le finissent à la pleine lune suivante. Comment est-ce que toi tu fonctionnes par rapport à ça? Ben, nous, en fait, le mois de l'année commence à la pleine lune. Après, c'est plus l'Inde du Sud, c'est plus à la pleine lune que ça commence le mois. Après, certains commencent justement à la nouvelle lune, à Amavasya, mais nous, c'est plus la pleine lune. Ouais, après, il y en a qui utilisent des méthodes, un qui mélange un peu l'occidental et le sidéral. Mais ça, j'ai jamais vu vraiment le Panjangam qui met cette variante-là en place. J'ai entendu parler, mais le voir et le toucher, non. Alors j'aime beaucoup ton approche du calendrier lunaire védique parce que ça rend vraiment l'astrologie palpable puisqu'on peut se servir du calendrier pour planifier des actions, que ce soit sur le plan personnel, mais aussi des rituels pour chanter des mantras, pour faire des actions spirituelles particulières. Et c'est intéressant que tu mentionnes l'astrologie tropicale parce qu'il y a de grandes différences entre l'astrologie sidérale et le tropical. Et du coup, je ne savais pas qu'on pouvait un petit peu voilà, faire un mix des deux parce que donc en astrologie tropicale, on utilise un zodiaque tropical. En astrologie sidérale, on utilise du coup le zodiaque sidéral. Donc il y a pas mal de différences dans ces deux astrologies. Ça rend palpable, sauf que certains goulous préfèrent que on utilise un Panjangam vraiment sidéral, hein. Pas de mélange occidental et sidéral on va dire, pour être chauvin. Euh, Certains ne jurent que par le sidéral. Bon, après, c'est compréhensible parce qu'on utilise vraiment deux zodiaques différents et du coup, on peut vraiment rentrer en conflit par rapport aux prédictions, par rapport aux calculs. Oui, c'est ça, on peut rentrer en conflit en fonction des calculs et les prédictions seront pas pareilles. Et franchement, on va dire, c'est une guerre entre sidéral et astrologie sidérale et astrologie tropicale. Certains vont vous dire que c'est comme ci, d'autres dire c'est comme ça. Et il faut trouver le juste milieu pour que tout le monde soit d'accord. Et toi, qu'est-ce qui a fait que tu te sois tourné vers l'astrologie Jyotish sidérale plutôt que de l'astrologie tropicale? Ben, moi, j'ai essayé d'expérimenter au tout début l'astrologie tropicale, mais ça me correspondait pas, ça m'a pas vraiment frappé plus que ça. Tandis que l'astrologie védique, tout de suite, ça m'a parlé, puisque bon, après, bon, je suis de religion hindoue, mais l'astrologie, c'est pas une religion, c'est une science, c'est un art à part, mais qui a quand même un lien avec la religion. Et ce qui était vraiment bénéfique, c'est qu'on proposait des remèdes à ces planètes qui sont mal placées dans le thème, à ces périodes planétaires qui sont, on va dire, négatifs, qui nous apportent son lot de problèmes.
certes, on ne peut pas enlever tous les effets négatifs des planètes, mais on peut les atténuer. Et ça me parlait plus que l'astrologie tropicale. Bah, c'est vrai qu'on a souvent tendance à associer l'astrologie jyotish à une astrologie un peu fataliste, peut-être parce qu'on emploie le mot karma qui fait un petit peu peur en Occident. Mais tous ces remèdes, toutes ces upayas, moi je trouve ça absolument incroyable parce que ça nous donne une propension à l'évolution, ça nous donne aussi la possibilité d'interagir avec éventuellement un poids auquel on devrait faire face dans cette incarnation. Et moi, c'est ça personnellement que j'apprécie dans le Jyotish, cette capacité à pouvoir changer sa destinée. Ouais, voilà. En fait, à savoir, ben, on récolte aussi le karma de nos ancêtres, de nos parents. Et le Jyotish, ben, nous aide justement à réparer ces karmas-là. Et surtout de trouver son cheminement vers, on va dire, la paix et la lumière. Pour un mercredi, lever de soleil à 6 heures du matin, de 12 heures à 13h30, il y a le Ragu Kalam. Et dans le Ragu Kalam, c'est une heure néfaste en général où on fait rien de bon augure. Et des fois, on peut avoir, quand on regarde sur Drik Panjang, on peut avoir une entrée de maison dans ces heures-là. Et c'est ça qui est beau avec le Jyotish, c'est qu'on a vraiment cette capacité de trouver notre lumière intérieure, bah, soit au travers de l'interprétation d'un thème, mais aussi du coup dans l'utilisation du Panchang pour bah, planifier des événements, des jours précis, etc. Et finalement se donner tous les outils pour réussir les choses qui nous tiennent à cœur ou pour mettre en place des actions pour se purifier et nettoyer les choses qui doivent l'être. Oui, voilà. Et à savoir aussi que je ne sais pas si dans les autres Panjang ils ont, on a aussi des heures maléfiques, des heures néfastes sur l'ensemble de la semaine. Ragu Kalam, Kulge Kalam et Yema Kondam. Ragu Kalam, c'est l'heure de Ragu. C'est du dimanche au samedi. Ragu, c'est 1 heure et demie pour lui. Kulge Kalam, c'est des heures où c'est un éternel recommencement. Dans ces heures-là, on va pas lever un corps, on va pas rendre visite au cimetière à ses défunts, et surtout, ben, on se marie pas non plus, parce que comme c'est un éternel recommencement, ça veut dire qu'on va se marier plusieurs fois, qui veut dire divorce. Et Yema Kondom, c'est l'heure du dieu Yema, qui est néfaste au déplacement et au puja. Ça, c'est des heures qui sont présentes dans tous les jours de la semaine. Et en fonction de ça, en fonction des natchetram, du tidi, des yogam, des karanam, on planifie ce qui est bien pour la personne. Et des fois, on donne un jour bénéfique. Je vous dis une connerie, par exemple, là je vous dis l'heure, pour un lever de soleil à 6 heures du matin, alors que qu'on regarde, c'est l'heure est néfaste pour les bonnes choses. Donc, il faut vraiment bien jongler avec le Panjanga, on va dire support papier, et la version informatique qu'on trouve sur Internet. C'est génial et on voit la précision du Panchang, c'est pas seulement un jour qui est auspicieux, mais c'est aussi un instant, un moment vraiment précis dans la journée. Voilà. Même pour le dimanche, certains disent, ah, le dimanche c'est un bon jour, on ne travaille pas, sauf que le dimanche, c'est bénéfique de 6 heures jusqu'à midi. À partir de midi, l'heure est négative. L'après-midi, on a 3 créneaux horaires qui se suivent. Comme là, on a Yemakandam de 12 heures à 13h30. Ensuite, on a un petit battement qui recommence de 15 heures à 16h30. On a Ragu Kalam qui monte de 16h30 à 18 heures. Donc, il faut vraiment bien savoir ces mauvaises heures-là pour pouvoir faire des bonnes actes. Mais avant, quand ils n'avaient pas de support Internet ou autre, les anciens, ils se basaient que ces 3 heures-là pour faire les entrées de maison. Sans support Internet ou s'il n'y avait pas de Panjangom, ils regardaient tout, que ce soit en lune montante, on va dire, c'était plus de l'intuition qu'autre chose. Et là, ils faisaient des entrées de maison. Mais en tenant compte des heures de Relago Kalam, de Kuligay Kalam, de Yema Kondom. Et tout ceci se faisait à l'oral, à l'oreille. Il n'y avait pas de livre, il n'y avait rien. C'est génial parce qu'on voit vraiment ici l'importance de la tradition orale qui est quand même la base de l'enseignement en astrologie jyotish. Alors du coup, je sens déjà un petit peu nos auditeurs
angoissé de ce dimanche et de ces jours un petit peu, de ces heures un petit peu difficiles. Est-ce que tu aurais des actions que tu recommanderais à faire spécifiquement le dimanche pendant ces heures challengeantes? Alors, le dimanche, on a Ragu Kalam. Ragu Kalam, c'est l'heure de Ragu. Dans l'heure de Ragu, on prie la déesse Kali ou Durga pour pouvoir justement contrer on va dire, le côté néfaste de Ragu. Mais après, Ragu Kalam permet juste d'enlever justement ces trucs néfastes de Ragu. Et Kuligay Kalam, en fait, il est juste négatif pour les actes nécrologiques. Actes nécrologiques pour rendre visite aussi aux défunts et aussi pour le mariage. Mais après, dans Kuligay Kalam, si on reçoit un chèque de 5 000 € avec quelqu'un qui nous devait de l'argent, c'est tout à fait bénéfique. Parce que comme c'est un éternel recommencement, ça veut dire qu'on va recevoir encore de l'argent. Alors, un très bon jour pour encaisser l'échec, du coup, c'est génial. Voilà. Et en fin de compte, Ragu Kalam, c'est chaque jour de la semaine. Le dimanche, ça correspond à Sourien, qui va, le Ragu, si on exécute la puja dans Ragu Kalam un dimanche, ça nous apporte le pouvoir. Le vendredi, à Shukren, si on fait le Ragu Kalam dans l'heure adéquate le vendredi, Shukren, dieu de la romance, de la luxure, de la sensualité, des beaux-arts, de l'amour, on va dire, ça va résoudre des problèmes, on va dire, sentimentaux. Et Ragu Kalam, le samedi, le jour de Shani, ça va aider à pallier aux effets négatifs de Shani. Voilà, en fait, pour Shani, on a dans la Kalam, on peut faire aussi jeûner le samedi toute la journée pour Shani. On peut faire aussi faire des mantras pour Shani au premier rayon du soleil, parce que Shani a 6 heures en réparties sur 3 créneaux horaires le samedi. Il y a beaucoup de possibilités. Certes, des fois qu'on fait une lecture d'un thème, on entend des fatalités, on dit ah mon Dieu, tout nous tombe sur la tête, mais il y a quand même des remèdes pour atténuer ces effets négatifs-là. On utilise le Panchangam pour vous dire bon voilà, ben, tel jour, dans tel Tiedi, tel Natchetram, on va pouvoir planifier une cérémonie pour justement pour atténuer ces effets-là, ou sinon, ben pendant 9 jeudis ou 9 samedis, comme on dit, comme pendant la chrétienté, on faisait des neuvaines pour les saints, mais c'est pareil. On peut faire des neuvaines pour les planètes pendant 9 samedis, 9 mercredis, 9 lundis, 9 dimanches. On peut faire 9 Raragu Kalam pour pouvoir enlever ou justement atténuer ces effets des planètes-là. Il n'y a jamais de fatalité, il y a toujours des solutions. Voilà. Ici, on dit toujours que sur 100% de notre vie, 30% c'est le divin planète qui fait, et 70% c'est l'humain. Voilà, il laisse une grande part de libre arbitre, c'est à nous de décider vraiment ce qu'on veut faire de notre vie. Certaines choses sont écrites, mais ça ne veut pas dire que ça va se réaliser, que ce soit négatif ou positif. C'est comme, alors on va prendre mon exemple. La première année où j'ai passé le bac, je suis parti voir un Gurukel. Le Gurukel m'avait dit que c'est une bonne année, je vais avoir mon bac. Tout content de moi, je dis ah ben je vais avoir mon bac, j'ai rien révisé. Rien révisé, je suis parti en tout mode touriste, je dis le Gurukel a dit je vais avoir mon bac, je suis tranquille. Eh ben non, manque de peau, arrivé devant ma feuille, rien n'est sorti. Donc malgré c'était écrit que j'allais avoir le bac, 30% des divinités ont fait que je peux avoir le bac, de mon côté j'ai rien fait. Donc on a ce libre arbitre de décider, voilà, de décider vraiment. Rien n'est imposé, c'est à nous de décider vraiment de notre avenir. J'adore ton expérience et ton partage et ça me rappelle ce qu'un de mes enseignants partageait souvent comme image. Pour lui, dans chaque humain, il y a un trésor. Parfois, il suffit simplement de souffler pour avoir accès et d'autres fois, le trésor, il est enfoui sous une chape de plomb et il faut de la dynamite pour pouvoir y avoir accès. Et ça nous montre à quel point, en fait, bah, on a tous un trésor, quelque chose de divin, mais que finalement, pour y avoir accès, eh ben, parfois, il faut mettre en place des remèdes, des upayas, et ça nous donne finalement toute la force de notre libre arbitre et aussi toute notre capacité et notre propension à évoluer pour peu qu'on soit investi. Voilà, il faut s'impliquer vraiment dans sa vie, que ce soit spirituel, matériel, professionnel. Il faut vraiment s'impliquer, même de notre côté familial, il faut vraiment s'impliquer pour pouvoir avancer.
on ne peut pas se baser seulement sur l'astrologie en disant ah il a dit ci, il a dit ça, mais je vais attendre que ça arrive. Ben non, des fois il faut aller chercher. Il faut aller chercher ce fruit pour le déguster. Si on le laisse sur l'arbre, rien va se concrétiser, rien va se faire. Comme disait mon goulou, il faut s'élever par l'effort. On peut tout récolter. Et à savoir aussi, ce qu'on fait au moment présent de cette vie terrestre, c'est pour que plus tard nos enfants ou nos descendants ne récoltent pas justement ce karma négatif-là. Tout ça, en fait, permet, le Jyotish ou autre, les remèdes, permet de résoudre ces karmas-là pour que plus tard, nos enfants ne portent pas tout ça. Ça me rappelle beaucoup ce qu'un de mes enseignants disait. De 0 à 4 ans, un enfant porte le karma de la mère, de 4 à 8, celui du père, et ensuite c'est son propre karma. Et finalement, nettoyer notre karma au travers des upayas, c'est éviter à notre enfant de devoir le faire à notre place. Voilà. Alors, Jérémy, est-ce que tu aurais un dernier mot pour conclure sur cet échange et sur le Panchang? Pour conclure, le Panjang, en fait, quand on a déjà des bases, il n'est pas très difficile à comprendre. Après, on n'est pas obligé de tout connaître dans le Panchangam. On connaît juste les bases pour pouvoir analyser, pour pouvoir planifier des choses. Le seul obstacle, la seule difficulté qu'on a, c'est la langue. C'est la barrière de la langue, comme je vous ai dit. C'est écrit en tamoul et il n'y a pas de traduction anglaise. Sur Internet, on peut trouver quelques bribes du Panjangam que certains astrologues ils ont mis en anglais, qu'on peut traduire, hein. Mais il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout. Il n'y a pas les remèdes. Il n'y a pas vraiment des prédictions vraiment détaillées. Et tout est dans le tamoul. Quand on a un bon dictionnaire, on essaye de vraiment de le traduire. Mais j'encourage tout le monde et ceux qui sont intéressés par le Jyotish pour aller plus loin, de se lancer soit dans le sanskrit ou le Devangali, la langue officielle de l'Inde, le tamoul, ou sinon, ça dépend des régions où on va se fixer, que ce soit le Malayalam, le Canada, l'Empire Telugu ou autre. Mais j'encourage tout le monde à ne pas lâcher, à persévérer dans la voie. Après, s'il y a un souci de compréhension, on est là pour s'entraider. Après, je ne possède pas la science infuse, je ne connais pas tout non plus, hein. Alors c'est ça qui est génial avec le Jyotish, c'est qu'on reste toujours des éternels étudiants finalement, peu importe le temps qu'on y a passé, on apprend toujours des choses et ce qui est aussi top dans cette communauté d'astrologues Jyotishis, c'est qu'on est là pour s'entraider. Moi j'aime beaucoup associer le Jyotish à la divinité Mitra aussi. Alors ce côté association amicale où on peut s'entraider les uns les autres, je trouve ça magnifique. Voilà, et surtout, de ne pas se perdre dans les différents horizons. Certains vont prendre le Jyotish comme base pour pouvoir développer autre chose. Et non, le Jyotish, c'est un art divinatoire. C'est un art divinatoire, c'est un art divinatoire où on est là pour faire de la bienveillance, rendre service aux gens. Ça, c'est la base du Jyotish. C'est la lumière qu'il faut mettre en place pour éclairer les personnes qui sont un peu perdues. Mais surtout, il ne faut pas s'écarter de cette lumière-là. Il faut être vraiment dans l'optique que je suis dans le Jyotish, j'essaie d'appliquer vraiment ce que j'apprends. Et surtout de ne pas rajouter des choses que ce que le voisin a mis en place, ce que la voisine a mis en place. Parce que des fois, on se perd et c'est là après qu'on fait des erreurs. Ouais, exactement, ne pas mélanger trop de techniques différentes qui n'ont rien à voir. Le Jyotish est relativement assez riche de plein de savoirs, de astrales qui découlent de la sagesse des rishis, de ces sages. Et pour honorer leur travail et leur sagesse, on ne peut pas mélanger le Jyotish avec tout et n'importe quoi. Et vraiment, quand on plonge sérieusement dans cette astrologie sidérale indienne, elle est tellement riche qu'il n'y a pas nécessité de la mélanger ou d'y ajouter quoi que ce soit d'autre. Voilà, c'est exactement ça. Alors pour conclure ce podcast, pour tous ceux qui seraient intéressés pour une lecture avec Jérémy, vous pourrez retrouver ces informations en description.
Donc toi, Jérémy, tu es astrologue à La Réunion, c'est ça? Ouais, je propose lecture astrologique à La Réunion, mais c'est en mode traditionnel. Ce sera plus orienté vers les remèdes védiques, les mantras, le jeûne, les prières. C'est plus traditionnel. Bon, en tout cas, c'était vraiment un plaisir de partager avec toi autour du Jyotish, du Panchang. Enfin, j'adore toujours nos échanges, donc c'était un vrai plaisir. C'était un plaisir partagé. Un grand merci à tous pour votre écoute. Merci à toi encore, Jérémy. Et puis, peut-être à une prochaine fois dans un futur podcast si tu veux revenir échanger avec nous. À bientôt pour de nouveaux postes. Je pense que on va en faire quelques-uns pour éclaircir un certain point. Mais avec un grand plaisir pour de prochains posts. Et ben, je vous dis à très bientôt. Merci et au revoir. Merci bien, Justine. À bientôt, au revoir.